Au Conakry, 3 décembre au sommaire, le président de la Banque mondiale est à Conakry pour accompagner l'État guinéen dans la lutte contre le virus Ebola. Jim Jong Kim a été reçu par le chef de l'État, professeur Alpha Condé. Le Premier ministre Mohamed Saïd Fofana vient d'inaugurer de nouveaux laboratoires moléculaires à Conakry destinés à l'examen viral des personnes infectées du VIH-Sida. En sommaire encore, Cannes, Guinée équatoriale 2015, le tirage au sort a eu lieu à Malabo. Le Sili de Guinée évoluera dans le groupe D avec la Côte d'Ivoire, le Mali et le Cameroun. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue dans cette édition. Le président de la Banque mondiale est à Conakry après le Libéria et la Sierra Leone. Jim Jong Kim vient apporter son appui à la Guinée touchée par l'épidémie d'Ebola. À son arrivée à l'aéroport de Conakry, il a été accueilli par les ministres de l'économie, de la santé, le gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée. Et puis le patron de la Banque mondiale s'est dirigé vers le siège de son institution. Il a été reçu donc cet après-midi par le chef de l'État, professeur Alpha Condé, au centre des entretiens. La lutte contre le virus Ebola, le développement économique et plusieurs autres sujets ont été abordés. Le résumé de cette audience avec Ibrahima Keïta. Il est le deuxième président de la plus grande institution financière au monde à se rendre en Guinée après Mac Nambara en 1976. Jim Jong Kim est venu témoigner de l'engagement de la Banque mondiale à davantage appuyer la Guinée dans la lutte contre la maladie à virus Ebola. Déjà, la Banque mondiale est intervenue dans la lutte contre Ebola en Guinée au cours des 10 derniers mois à près de 100 millions de dollars. Et comme aide budgétaire, la Banque mondiale a accordé à la Guinée 40 millions de dollars de prêts et 10 millions de dollars de dons. Après leur tête-à-tête, le président de la République et son hôte ont eu un entretien élargi avec quelques membres du gouvernement et le Comité national de lutte contre Ebola. Pour le président de la Banque mondiale, il s'agit d'aller avec la Guinée pour l'atteinte rapide des 0 cas. En plus de cette intervention dans la lutte contre Ebola, la Banque mondiale, au dire de son président, accompagnera la Guinée dans la lutte contre la pauvreté et la gouvernance économique. Nous savons que l'épidémie continue d'évoluer. Nous savons aussi qu'en Guinée, elle est moins importante que dans les autres pays. Mais le contrôle frontalier va être très important pour résorber la progression de l'épidémie. Nous avons abordé aujourd'hui un plan qui nous amènerait au cas zéro, c'est-à-dire à 0 cas. Avec Ebola, on ne peut pas être satisfait de quelques cas qui restent. Il faut absolument atteindre le point de cas zéro. C'est pourquoi nous avons parlé d'un plan compréhensif pour arriver à cet objectif. En même temps que nous combattons Ebola, il est important que nous abordions aussi le plan économique pour justement sortir de la crise. Et pour cela, nous avons alloué des fonds sur 3 ans que nous allons déjà délivrer sur les 2 premières années. Et nous allons poursuivre la recherche de fonds pour cette 3e année. Dès lors, il s'agit de faire de la présence de la fièvre Ebola en Guinée une opportunité. Le chef de l'État a mis l'accent sur les questions évoquées pendant leur tête-à-tête, des questions liées à l'agriculture, à l'industrie et au tourisme. Pour le professeur Alpha Condé, il faut profiter des potentialités de la Guinée. Nous devons remercier le président de la Banque mondiale et son équipe, le président Kaye et le vice-président Makta, pour tout l'appui qu'ils nous ont apporté, qu'ils continuent à nous apporter. Je suis convaincu qu'avec leur soutien, le peuple guinéen sait qu'il n'est pas abandonné ni isolé, et que nous pouvons transformer l'Ebola en opportunité. Nous avons donc abordé les différentes questions. La première, c'est l'électricité. Nous avons le barrage de Caleta qui va finir bientôt. Et en accord avec eux, avec RSFI, nous allons faire en sorte que le barrage de Swapiti commence en 2015 pour que la Guinée soit le premier pays de la sous-région à résoudre le problème définitivement de l'électricité, à pouvoir donner l'électricité aux pays voisins. Nous savons aussi que la Guinée, malheureusement, n'a pas de tissu industriel et nous n'avons pas les moyens de développer des petites et moyennes entreprises parce que le taux des banques commerciales est trop élevé. Donc, nous comptons sur le groupe de la Banque mondiale, particulièrement la SFI, afin d'accompagner les banques pour qu'on puisse avoir des taux bonifiés qui peuvent permettre à nos petites et moyennes entreprises et à nos industries de se développer. Et surtout l'agriculture. Vous savez que la Guinée peut faire 2 cultures par an si nous avons l'irrigation. Nous pouvons faire la culture en janvier en saison de pluie.
nos paysans font 1 tonne à l'hectare, alors que le projet qu'on a avec l'Afrique du Sud et le Vietnam fait 7 tonnes. Donc nous pouvons à la fois faire des crues par an et permettre à nos paysans de passer d'1 tonne à l'hectare à 4 tonnes à l'hectare. Mais cela suppose qu'on ait, en plus des semences améliorées, qu'on ait l'irrigation. Enfin, la Guinée a de grandes possibilités touristiques puisque nous avons le bord de mer comme le Sénégal, la savane comme le Mali, la forêt comme la Côte d'Ivoire. Mais nous avons ce que personne n'a en Afrique de l'Ouest, les hauts plateaux. Or, avec la crise actuelle au Nigeria, au Kenya, qui est due malheureusement au développement du terrorisme avec le Sheba, la Guinée, le Fouta, particulièrement Dalaba et Mali, peuvent être des destinations. C'est pourquoi nous faisons tout pour transformer tous les bungalows de Dalaba afin que nous puissions développer le tourisme. Mais cela suppose aussi les infrastructures qui tourisme, dit les routes. Je pense que la Banque mondiale est prête. Nous avons exposé tout ce qui sont nos besoins, nos préoccupations, et je sais que le président Yimkin va nous accompagner. Et le peuple de Guinée lui est très reconnaissant, et nous n'oublierons pas tous les efforts qu'il a fait pour nous soutenir. Surtout, il va nous aider à définir un plan de lutte contre l'Ebola, parce qu'actuellement, il y a trop d'interventions un peu désordonnées, et il s'est engagé à nous envoyer quelqu'un qui va nous permettre d'avoir un plan qui va nous permettre d'arriver au cas zéro. Il faut que les Guinéens soient confiants, mais il faut que nous-mêmes nous collaborions, qu'on accepte d'écouter les médecins, qu'on accepte les contacts et qu'on ait moins de résistance pour qu'on finisse le plus tôt possible. Voilà. Jim Yong Kim, 12e président de la Banque mondiale, vient à travers cette visite prouver son amitié et sa solidarité au président de la République et au peuple de Guinée. Avec l'engagement des amis de la Guinée et de tous les Guinéens, Ebola sera vaincu au plus vite. À propos de lutte contre Ebola, ce communiqué du gouvernement, conformément à la décision du Conseil des ministres du 21 novembre 2014, les membres du gouvernement effectueront à compter du 4 décembre 2014 une mission de supervision de la riposte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola sur l'ensemble du territoire national. Les objectifs de la mission sont notamment d'évaluer et renforcer la relation fonctionnelle entre la coordination préfectorale et les autorités préfectorales, de noter les résultats atteints et identifier les actions et efforts restants à fournir, de soutenir les autorités préfectorales et acteurs locaux de la riposte et recueillir leurs observations, d'évaluer et renforcer le dispositif de suivi des contacts et l'avancement des travaux ou le fonctionnement des centres de traitement, de veiller à la mise en place des comités de veille au niveau des communautés, des communes urbaines et rurales. En vue de la réussite de la mission, il est demandé aux autorités administratives décentralisées et aux acteurs locaux de la riposte contre l'épidémie Ebola de prendre les mesures suivantes. Organiser une réunion d'information et d'identification des actions, défis et enjeux de la riposte avec les acteurs techniques, administratifs et communautaires, préparer des séances d'échange avec les élus locaux et les communautés, organiser une visite des zones prioritaires du personnel de santé, des notables et leaders d'opinion. Le gouvernement invite toutes les autorités et acteurs concernés par la riposte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola à se rendre disponibles et à contribuer au succès de cette mission. Signé porte-parole du gouvernement, M. Damata Albert Camara, ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle, de l'emploi et du travail. La lutte contre le virus Ebola, l'Union africaine et la CEDEAO viennent de mettre à la disposition de notre pays 50 agents de santé venus du Mali, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et du Bénin. Ces volontaires viennent ainsi renforcer les capacités des différents centres de traitement. Mabinti Laï Soumassine, ce reportage. Agents de santé foulent le sol guinéen ce mercredi matin. Ils sont médecins, hygiénistes et infirmiers. Ils viennent prêter main forte au personnel sanitaire dans la lutte contre Ebola. C'est très intéressant dans la mesure où ça a permis aux équipes et aux différents membres, des différents volontaires qui sont venus de pays différents, de s'habituer non seulement théoriquement à la maladie à virus Ebola, comment faire la prévention, comment prendre en charge les malades, comment prendre en charge même nos parents qui sont décédés à la suite de cette maladie et comment se prévenir pour ne pas attraper la maladie. Et ceci s'est fait sur 8 jours, avec une partie théorique et une partie pratique.
Ces volontaires venus de plusieurs pays africains resteront en Guinée jusqu'à la fin de l'épidémie. Ils sont déterminés à éradiquer le virus Ebola en Guinée. L'objectif de cette mission, c'est d'isoler le virus pour se rapprocher de ces frères-là. Nous venons ici de manière bénévole pour venir en aide à ces pays-là, mais aussi protéger nos pays qui sont voisins. Pour la coordination nationale de lutte contre Ebola, ces agents de santé arrivent à point nommé. Ils seront redéployés dans les différents centres de traitement du pays. C'est la Guinée même qui a demandé à tous les partenaires et la communauté internationale pour nous appuyer en matière de renforcement de nos capacités afin que nous puissions vite contrôler cette maladie. Donc, en tant que coordinateur national de la lutte contre Ebola, cela ne peut que me donner entière satisfaction et de me rassurer que nous sommes accompagnés et appuyés par tous nos pays voisins et la communauté internationale. En plus de la Guinée, l'Union africaine et la CEDEAO ont déployé 100 autres agents au Libéria et en Sierra Leone, deux pays également touchés par le virus Ebola. La solidarité africaine oblige. L'ambassadeur du Maroc offre du matériel médical au bataillon spécial de Conakry. Le ministre délégué à la Défense, Abdoul-Kabele Kamara, se réjouit de ce don qui renforce davantage les relations de coopération entre Rabat et Conakry. Lieutenant Alias Kamara est correspondant de la presse militaire. L'ambassadeur du royaume chérifien en Guinée, son Excellence Majid Alim, a procédé ce matin à la remise officielle d'un don aux forces armées guinéennes. Ce don, composé d'équipements de campement et de matériel médical, s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération militaire entre nos deux pays. En réponse aux attentes de ce pays frère, pour l'octroi de soutien, on produit des matériels médicaux, également en matériel d'intendance, d'une quantité de plus de 15 tonnes. En recevant ce don, le ministre délégué à la Défense nationale, Maître Abdoul-Kabele Kamara, qui avait à ses côtés le chef d'état-major général adjoint des armées et plusieurs autres cadres de l'armée, a exprimé au nom du chef de l'État sa reconnaissance au roi du Maroc pour son soutien constant au peuple de Guinée et son armée. La présente cérémonie de remise de matériel à laquelle nous assistons est un puissant témoignage de la solidité des relations d'amitié et de coopération liant nos deux pays. Puisant sa force dans cette dynamique, la coopération entre les forces armées de nos deux pays fonctionne sans interruption depuis une quarantaine d'années, grâce au partenariat privilégié voulu et entretenu par les autorités de nos deux pays. Ce geste hautement apprécié par les autorités militaires vient rallonger la liste des assistances que le peuple marocain ne cesse d'apporter à la Guinée. Préoccupé par la situation des familles touchées par Ebola, le Premier ministre, chef du gouvernement, a visité certaines familles victimes d'Ebola. Mohamed Saïd Fofana a transmis les messages d'encouragement du chef de l'État, professeur Alpha Condé, avant de leur prodiguer d'utiles conseils liés à la gestion des corps. Hadi Kamara, reportage. La revue corps dans certaines localités quant à l'existence de la maladie liée à la fièvre hémorragique à virus Ebola. C'est pourquoi le Premier ministre traite ce matin s'est rendu à Temenatai dans la commune de Kalom pour consoler et sensibiliser les citoyens dans le cadre de lutte contre Ebola. Le travail de sensibilisation des populations dans le cadre de la riposte contre cette maladie Ebola. Ici, il nous avait été donné d'apprendre quelque temps qu'il y avait des réticences suite au décès d'un des membres de cette famille. Mais fort heureusement, aujourd'hui, tout est rentré à l'ordre. Et la famille a accepté, les bâtiments ont été pulvérisés et toutes les personnes ont été contactées. Ils sont répertoriés et ils ont accepté, vous avez entendu leur déclaration, de se mettre à disposition. Alors nous étions venus au nom du chef de l'État, le président Alpha Condé, pour présenter les condoléances du gouvernement à la famille suite au décès du médecin et des autres décès qui ont eu lieu. La famille a bien apprécié et l'imam lui-même s'est engagé à relayer ce message auprès des populations de Temenatai, de Boulbiné, que
désormais, dès qu'il y a un cas de ce genre, on puisse se mettre à disposition pour que Ebola soit vaincu. En tout cas, nous partons d'ici rassurés que le message a passé. Après la commune de Kalo, Mohamed Seydou Fofana est venu à Ratoma. Ici, il a visité le cimetière de Wanindara où un corps enterré par la Croix-Rouge a été exhumé par certains citoyens. Bon, pratiquement tout le monde a suivi l'opposition des populations à l'enterrement d'un mort, l'enterrement sécurisé, un enterrement communautaire. Mais je crois que le Premier ministre communautaire est venu voir les lieux. On a découvert que ce n'est pas un cimetière qui est clôturé. Le cimetière, les populations ont dit qu'ils ont peur d'Ebola parce qu'ils ont mal traduit. Mais le Premier ministre conseille à l'ensemble des citoyens, à l'ensemble des populations. Et le Premier ministre s'est engagé au nom du chef de l'État de prendre toutes les dispositions pour les normes d'un cimetière bien clôturé, autres et autres. Sinon, les cadavres qu'on met ici exposent les populations à d'autres faits. Mais je pense que tout ira pour le mieux parce que les populations ont compris et on est ensemble. En compagnie des membres du gouvernement et du gouverneur de la ville de Conakry, le Premier ministre s'est rendu à la maison mortuaire ici à Anko 5. Mohamed Seydou Fofana a saisi l'occasion pour inviter les uns et les autres à plus de vigilance par rapport aux règles d'hygiène, de prévention et de gestion des malades ou des décès liés à la fièvre hémorragique à virus Ebola. Dans l'actualité encore, un important lot de kits de protection pour les écoles de Forêt-Caria et les localités de la Moyenne-Guinée. C'est un geste de la GTZ dont la valeur est estimée à plus d'1 milliard de francs guinéens. Ce matériel vise à accompagner les efforts du ministère de l'Éducation. Le point avec Amadou Touré. La GIZ donne le coup d'envoi de la remise des kits de lavage de mains aux écoles de l'intérieur du pays. Ces seaux, savons, chlore et résistent d'une valeur de plus d'1 milliard de francs guinéens sont la contribution de la coopération allemande dans le processus de sécurisation de l'ouverture des classes. La lutte est un processus continu. Les kits qui ont été mis à disposition officiellement ce matin à Forêt-Caria servent sur une certaine période, si je ne me trompe, qui va aller entre 3 et 6 mois. Et d'ici là, au fur et à mesure que le plan de riposte va changer, souhaitons-le dans le sens positif, la GIZ sera là pour accompagner. Toute la préfecture a un sentiment de joie, dans la mesure où ces kits viennent nous renforcer pour la prévention. Sur la prévention peut briser la chaîne de contamination. Ces dons sont destinés aux 122 écoles de la direction préfectorale de l'éducation de Forêt-Caria. En représentant le ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, Dr Souriba Silla insiste sur l'implication effective des parents d'élèves dans la protection des concessions scolaires en Guinée. La collaboration entre les administrateurs scolaires et les parents d'élèves est une collaboration plus qu'indispensable maintenant. Ce sont les parents qui vont faire pratiquer aux enfants les mesures d'hygiène à la maison avant de venir à l'école. En plus des écoles de la DPE de Forêt-Caria, la GIZ couvre 20 localités dans la région de la Moyenne-Guinée. L'objectif visé des responsables de l'ONG allemande, protéger les concessions scolaires du virus Ebola. La santé toujours, le Lions Club de Conakry, Rivière du Sud, a organisé une séance de sensibilisation sur le VIH-Sida. C'est à la faveur de la journée mondiale de lutte contre le sida. La sensibilisation a touché plusieurs dizaines de personnes. Mamadou Alpha-Baldé était de la partie. Stratégie de lutte contre le virus Ebola, la mobilisation sociale demeure une approche privilégiée. C'est dans cette dynamique que la cellule de coordination sur les pratiques traditionnelles néfastes affectant la santé de la femme et de l'enfant CPTAF offre ce lot de kits sanitaires à la préfecture de Beila, déjà touchée par l'épidémie. La lutte, il faut commencer par les communautés. Partout où il y a les réticences, il faut commencer. Beila est une préfecture de la région forestière qui est aussi atteinte que Zéro-Corée, Massanta et Gekedo. Il faut bien commencer par une première. Beila est la première préfecture qu'on a touchée. Nous avons répondu à l'appel du président de la République, le professeur Alpha Condé, pour que nous nous impliquions dans cette lutte. Il y a des kits de protection
Il y a également des kits pour le lavage de mains. Donc ces kits-là vont nous aider à prévenir de nouvelles contagions parce que c'est ce qui se passe maintenant sur le terrain. À Sigiri, les associations de groupes d'âge s'impliquent aussi dans la lutte contre Ebola. Des campagnes de sensibilisation et d'assainissement sont réalisées dans plusieurs secteurs de la ville. On fait tout ça pour assister les autorités dans la lutte contre cette sale maladie qui a tué beaucoup de nos compatriotes. Comme l'insalubrité favorise la propagation d'Ebola, il faut qu'on assainisse autour de nous pour éviter le virus. À travers ces initiatives, comme ce geste de CEPETAF, le combat contre Ebola pourrait bientôt être gagné. Aujourd'hui, suite aux efforts déployés sur le terrain, l'épidémie est en train d'être maîtrisée. Vous avez certainement dû comprendre, c'était là donc le reportage de Mamadou Alpha Baldé. C'était un don de CEPETAF à la préfecture de Beila dans le cadre de lutte contre Ebola. Le président de la République a visité un hôtel de 5 étoiles à Conakry. Cet hôtel attire sur la corniche de Conakry. Cette infrastructure impressionne les Guinéens. Le point avec Ibrahima Keïta. En se rendant sur ce chantier, le chef de l'État, professeur Alpha Condé, veut mieux s'informer de la qualité et le niveau d'avancement des travaux. Un hôtel 5 étoiles logé dans un building composé de 187 chambres, un centre de congrès de 1000 mètres carrés pour une capacité d'accueil de 350 personnes. Il est aussi prévu une piscine et un restaurant prenant une vue sur l'océan Atlantique. Une terrasse et 2 bars internes et externes s'ajoutent à autant de commodités qui feront le bonheur du touriste. L'hôtel Noum est un hôtel de 5 étoiles. Vous voyez, le concept de l'architecte a voulu que ce soit un hôtel qui ressemble un petit peu à un bateau posé sur l'eau, donc un ferry, ou un bateau de croisière même plutôt. Et donc on a respecté un petit peu cette architecture. Donc vous verrez quand l'hôtel, bon là on a un petit peu les échafaudages parce que on fait les peintures de façade, mais vous verrez quand le projet sera terminé, on aura vraiment l'impression et vu de loin que c'est un bateau de croisière posé sur l'eau. La deuxième particularité de cet hôtel, c'est qu'il a une capacité événementielle qui est assez importante puisqu'on a un centre de congrès, de banquets et de séminaires qui est détaché de l'hôtel, et c'est ça la particularité, c'est que nous avons donc cet espace qui sera un des plus grands, enfin je ne dis pas le plus grand de Conakry, mais un des plus grands de Conakry qui a une capacité assez importante. Cet autre chantier, démarré en septembre 2012, atteste la volonté du chef de l'État de doter la Guinée de réceptifs hôteliers de haut standing, d'où cette visite imprévue ce mercredi 3 décembre 2014. Déjà, c'est un très très grand honneur de voir le président venir comme ça nous visiter pendant la période de chantier. Je sais que le président suit de très très près l'évolution de ce chantier parce que la ville de Conakry, mais la Guinée a aussi besoin d'un grand hôtel. Il y en a bien sûr déjà en ville, mais ici ça va être un grand hôtel à Kaloum. C'est un des projets du président, il y tient énormément. Donc il se rend bien entendu sur le chantier pour voir l'évolution et laquelle phase d'achèvement nous en sommes. C'est un très très grand honneur d'avoir sa présence ici bien entendu. Ça nous encourage, ça va motiver, ça va surtout nous mettre encore plus la pression. À terme, cet établissement hôtelier va employer 230 personnes dont 120 Guinéens. Durant sa visite, le président de la République a insisté sur la qualité des travaux et le respect du cahier de charges. Selon les responsables du chantier, la fin des travaux est prévue pour juin 2015. Avant de visiter le chantier de cet hôtel, le chef de l'État s'est rendu à la morgue de l'hôpital Ignace Dine prendre part à la levée du corps de son frère et ami Feu El Hadji Kajaliou Doumbouya. Né en 1928, El Hadji Kajaliou Doumbouya est décédé le mardi dernier des suites d'une longue maladie. Professeur Alpha Condé est venu rendre un dernier hommage à cet opérateur économique avec lequel il entretenait une vieille amitié. Repose en paix, El Hadji Kajaliou Doumbouya. Amen.
L'autre image de l'actualité nationale, la Guinée et ses partenaires sont déterminés à améliorer la prise en charge des personnes vivant avec le sida pour s'assurer des conditions de soins dans les structures spécialisées. Le Premier ministre s'est rendu au centre de traitement ambulatoire de Donka et a pour l'occasion inauguré de nouveaux laboratoires moléculaires. Voici le reportage de Sori de Kera. La prise en charge des personnes vivant avec le VIH connaît une amélioration depuis les 3 dernières années en Guinée. Une performance due à la gratuité des antirétroviraux ARV, mais aussi à l'amélioration des structures de soins grâce au soutien des partenaires internationaux. L'ONG Soltis, entendez Solidarité thérapeutique et Initiative contre le sida, figure parmi ses partenaires. Avant, lorsqu'on voulait instaurer un traitement, lorsqu'un médecin qui suit un patient atteint de VIH-Sida voulait instaurer un traitement, il se basait sur le typage lymphocytaire, c'est-à-dire le nombre de lymphocytes T4. Lorsque ce nombre est inférieur à un chiffre, donc il met le patient sous traitement. Aujourd'hui, en plus de ça, nous avons la charge virale. La charge virale a la particularité de suivre le traitement que prend le patient. À la faveur de la semaine mondiale de lutte contre le sida, le Premier ministre chef du gouvernement, président du comité national de lutte contre le sida, a voulu s'enquérir des conditions de prise en charge des personnes infectées par la maladie. Pour l'occasion, 2 nouvelles unités de laboratoire biomoléculaires sont inaugurées. La première est installée au centre de traitement ambulatoire des malades de Donka et la deuxième ici à l'Institut national de santé publique. Elles doivent permettre d'améliorer l'examen de la charge virale des malades séropositifs. Ce sont des laboratoires qui ont été mis en place grâce au financement de l'UNITED, ce qui est spécifique, c'est-à-dire le projet Opéra, pour pouvoir réaliser la charge virale des patients vivant avec le VIH. La charge virale, c'est cet examen biologique qui nous permet de savoir la quantité de virus dans le corps d'une personne vivant avec le VIH. Et nous avions 7000 examens à faire dans cette première phase. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes à 2000 déjà, ce qui augure déjà que nous sommes dans la bonne voie. Je voudrais aussi remercier et féliciter le Comité national de lutte contre le sida qui vraiment a fait preuve de leadership dans cette lutte, et aussi les ONG, Soltis et Médecins sans frontières et d'autres ONG que nous ne pouvons pas citer ici, le Fonds mondial surtout, qui a accompagné le gouvernement guinéen. Je voudrais surtout féliciter et encourager les personnes porteuses de VIH-Sida qui se battent et qui seront encouragées de voir tout cela. De 2011 à nos jours, la coordination nationale de prise en charge sanitaire et de la prévention du VIH est passée de 6 000 à 35 000 malades. Son ambition est de couvrir la prise en charge des 60 000 personnes qui constituent les besoins de l'ensemble du pays. Pour y arriver, l'amélioration des capacités des structures d'accueil et l'allocation d'un budget de fonctionnement sont vivement sollicités par la coordination. Le débat sur le budget de 2015 se poursuit à l'hémicycle. Les ministres en charge des mines, de la pêche et des travaux publics ont défendu leur plan d'action et leur budget sectoriel. C'est un compte rendu signé de François Lamont. En 2015, le ministre en charge du département des mines et de la géologie, dans son plan d'action, se propose de poursuivre l'élaboration d'une stratégie de communication pour le ministère. À ce projet s'ajoute l'accompagnement des projets miniers, le développement des infrastructures minières et le renforcement des capacités humaines et institutionnelles du département. Nous avons des grands projets accompagnés comme le projet Simandou qui vaut environ 20 milliards de dollars, le projet Global Alumina GAC environ 6 milliards de dollars, le projet de CPI avec les Chinois qui vaut à peu près 6 milliards de dollars. Et ces 3 projets totalisent pratiquement plus de 30 milliards de dollars. Il faut aussi faire en sorte que les petits projets ne soient pas laissés. Le troisième, c'est le développement des infrastructures minières, surtout les chemins de fer et les ports. L'autre défi, c'est le défi de renforcement de capacités humaines et institutionnelles. Au département de la pêche et de l'aquaculture, le ministre a plaidé devant les députés pour le financement des projets en vue de dynamiser le secteur de la pêche en Guinée. Nos priorités, c'est de soutenir le financement des idées de projets, sans lesquels il serait très difficile d'avoir des projets dans notre département. Parce que pour avoir des projets, il faut savoir effectuer des études de faisabilité. Et pour obtenir les études de faisabilité, il faut financer. C'est ce financement qui nous manque. Et c'est ce que nous avons demandé aux honorables députés, de nous aider à ce que nous puissions accéder
accès à ce fonds qui nous permettra de développer ces projets pour le bonheur des pêcheurs artisans. Pour l'année 2015, nous allons avoir 3 ports de pêche artisanale qui vont être valorisés à travers la coopération marocaine et japonaise. Il s'agit du port de pêche de Temenetaï, de Bonfi et de Caporon. De même, au ministère des Travaux publics, le ministre a soutenu nombreux projets qui doivent être exécutés en 2015. Les projets indispensables en 2015, il y a le financement de l'Union européenne qui couvre 53 km. Donc forcément, il faut faire le restant, Guiguédou jusqu'à Kondembadou. Nous avons par exemple la voirie de Mamou qui est en cours. Aussi des travaux tels que Dabola Kouroussa. Tout le monde parle de la dégradation qu'il y a à ce niveau. Mais il y a des projets aussi importants pour lesquels j'ai eu à signer 15 protocoles d'entente pour permettre aux partenaires de participer à la construction de la Guinée. Les séances plénières consacrées aux questions et réponses sans vote prendront fin jeudi prochain. Et puis, le Conseil de l'autorité de régulation des marchés publics, au cours de sa première session du 28 novembre 2014, a examiné les dossiers relatifs au recouvrement de la redevance due à l'ARMP. Conformément à l'article 38 du décret D 2014-167 PRG-SGG du 22 juillet 2014 portant organisation et fonctionnement de l'ARMP, invite les bénéficiaires des marchés immatriculés après le 22 juillet 2014, date d'entrée en vigueur du décret submentionné, de procéder au paiement de la dite redevance au plus tard le vendredi 12 décembre 2014. Cet avis tient lieu de dernière mise en demeure. Le président du Conseil de régulation de l'ARMP, signé Fodé Omar Touré. Le Centre Femmes Citoyennes et Paix, FECPA, en abrégé, poursuit sa campagne de sensibilisation sur les violations des droits des femmes. La démarche de l'ONG FECPA consiste à promouvoir les droits de la couche féminine. Cette campagne est financée par l'USAID. Reportage Yene Yassani. Pendant que l'humanité fête les 16 jours d'activisme sur le respect des droits humains, notamment les droits des femmes, le Centre FECPA, en collaboration avec l'Association des barreaux américains, ABA, organise cet atelier. La rencontre porte sur la validation des outils de documentation sur la violence faite aux femmes. L'initiative s'inscrit dans le cadre du projet Pouvoir du droit. Aujourd'hui, nous avons fait coïncider cette activité avec les 16 jours d'activisme, qui est donc une opportunité pour nous d'interpeller le peuple de Guinée sur toutes ces violations dont les femmes sont victimes en Guinée. Et nous pensons que pour un état de droit et pour des états vraiment respectueux des droits humains, nous devons ensemble lutter pour que vraiment désormais les droits des femmes ne soient plus violés. La lutte contre les violations des droits des femmes est aujourd'hui une préoccupation internationale. En Guinée, le Centre Femmes Citoyenneté et Paix n'est pas seul dans le combat. L'ONG bénéficie du soutien des structures internationales pour protéger la couche féminine. En Guinée, nous avons aussi des programmes pour lutter contre la violence basée sur le genre ici en Guinée et lutter contre le niveau d'excision faites aux filles et femmes aussi. Donc on va continuer dans ce sens. C'est-à-dire, c'est de faire en sorte que les principales violations, problèmes auxquels les femmes sont confrontées dans les communautés en termes de droits humains soient mieux connus. L'idée étant de pouvoir faire changer la situation. À travers ses activités d'information et de sensibilisation, le Centre FECPA s'illustre dans le combat universel pour la promotion des droits des femmes dans le pays. Dans le même registre, soutenir les femmes dans la mise en œuvre de leurs micro-projets et renforcer leurs compétences techniques managériales, c'est le but des projets lancés par le ministère de l'Action sociale. Les villes de Dubreka, Kindia et Kankan sont les bénéficiaires. Ces projets sont financés par le Fonds des Nations Unies pour la population. Rose Porcho signe ce reportage. L'enquête nationale sur les violences basées sur le genre a révélé en 2009 que la prévalence de la violence conjugale dans le pays est de 85%.
Pour renverser la tendance et amener les femmes à se prendre en charge, le ministère de l'Action sociale, en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour la population, initie ce présent projet d'appui à la couche féminine. C'est un projet qui consiste à identifier des groupements dans 16 localités de la Guinée, y compris les 5 communes de la capitale, à leur assurer une formation en entrepreneuriat, ensuite à leur mettre à disposition une ligne de crédit à chaque groupement et à les suivre dans le cadre d'un processus de mentorat pour qu'elles puissent développer leur programme. Le projet s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan prioritaire de consolidation de la paix en Guinée. Il est exécuté dans les zones à risque de conflit. Près d'une centaine de participantes issues des groupements féminins sont concernées. La femme elle-même, elle est paix. Et lorsqu'elle s'engage pour la paix, elle fait en sorte que la paix rayonne autour d'elle. Mais on ne vit pas seulement de paix. On doit accompagner en fait les femmes par rapport aux activités génératrices de revenus pour leur accorder une certaine autonomie financière. C'est d'initier aux femmes de devenir autonomes. Le projet, ça va commencer par la formation qui est essentiellement indispensable pour la gestion d'une entreprise. Les femmes vont suivre la formation et après la formation, il y aura création d'activités pour elles avec tout le contour y afférent. Un projet qui réjouit les femmes bénéficiaires. On est content de ce projet car il vient à point nommé. Nous avons beaucoup d'espoir. Dieu merci. Ces filles et femmes seront donc formées en techniques de sapronification et de teinture ainsi que d'autres activités liées à l'autonomisation de la femme. Et puis, technologie au service de la participation sociale des personnes handicapées. C'est le thème de la journée internationale des personnes handicapées célébrée ce mercredi en Guinée. L'actualité sportive, vous le savez peut-être, le tirage au sort vient de prendre fin à Malabo, en Guinée équatoriale. Le Sili évoluera dans le même groupe avec la Côte d'Ivoire, le Mali et le Cameroun. Omar Yang, bonsoir. Bonsoir. Merci donc d'avoir accepté notre invitation. Quelle est la chance du Sili national dans ce groupe? Bon, nous disons tout de suite, pour mettre les Guinéens à l'aise, qu'aucun match n'est joué à l'avance. Oui. Aucun match n'est gagné à l'avance. Aucun match n'est perdu à l'avance. Tout est question de préparation avant et d'engagement pendant le match. C'est dire que le Sili national, au cours de cette CAN, doit venir avec un plus de détermination. D'ailleurs, moi je dirais, sous le signe de la revanche. Parce que ces derniers temps a montré sa détermination. Voilà, j'en viens. Et vous savez, la compétition, c'est pour cette remise en cause perpétuelle des titres et des médailles. Si il n'y avait que les mêmes équipes qui gagnent, mais il n'y aurait pas eu de compétition. Je dis donc que le Sili national doit venir avec un plus d'engagement, parce qu'on se retrouve dans un groupe avec des équipes qui, dans les dernières confrontations, nous avaient toujours battus. Qu'il s'agit de la Côte d'Ivoire, du Cameroun ou du Mali, dans nos dernières confrontations, ces équipes nous ont toujours battus. La Côte d'Ivoire et le Mali, c'est relativement récent. Le Cameroun, ça date de 20 ans, ça date des éliminatoires de la Coupe du Monde de 94. Donc, vu les performances ultérieures du Cameroun et celles de la Côte d'Ivoire et celles du Mali, je dis que le Sili national doit venir avec un plus d'engagement et de détermination, parce que rien n'est perdu, tout est jouable. Personne ne pouvait prédire que la Guinée allait survoler le Togo 4-1 à Lomé. Personne ne pouvait prédire que le pays détenteur de la Coupe, le Nigeria, ne serait même pas parti aux phases finales. Et à l'échelle mondiale, personne ne pouvait prédire à la Coupe du Monde que le Brésil allait sombrer 7-1 au Brésil devant l'Allemagne. C'est-à-dire que tout est jouable. On peut battre la Côte d'Ivoire, on peut battre le Mali, on peut battre le Cameroun. Tout est jouable, tout est question de préparation et d'engagement. Oui, à cœur vaillant, rien d'impossible. Est-ce que très rapidement, vous pouvez revenir sur la composition des différents groupes? Oui, dans le groupe A, il y a le pays organisateur, la Guinée équatoriale, il y a le Burkina Faso, il y a le Gabon et le Congo. C'est un groupe relativement équilibré. Dans le groupe B, il y a la Zambie, il y a la Tunisie, il y a le Cap-Vert qui est un pays émergent et la République démocratique du Congo. Dans le groupe C, il y a des équipes très huppées comme le Ghana, mondialiste, l'Algérie, mondialiste, il y a l'Afrique du Sud
Et il y a les Lions de la Teranga, le Sénégal. Ça, c'est vraiment, comme on le dit, un groupe de la mort, mais notre groupe aussi en est un. Il y a la Côte d'Ivoire qui est mondialiste, il y a le Mali qui est toujours présent aux phases finales de la CAN, qui a été même demi-finaliste. Il y a le Cameroun qui vient de la Coupe du Monde et il y a la Guinée qui est re-émergente. Donc moi je dis, c'est un groupe où il y aura des marches électriques. Il faut maintenant que le Sidi national prouve qu'il mérite sa qualification. Merci Omar Dieng d'avoir accepté notre invitation. C'est la fin de cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée où que vous soyez dans le monde. À bientôt.